Bonjour à tous et bienvenue au podcast Le Défilé des carrières, le podcast qui vous permet de faire un choix de carrière éclairé. Alors, je tiens à faire un merci spécial à la compagnie Dose Juice qui me permet d'offrir une dose de bien-être à mes invités au courant de plusieurs épisodes. Et l'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des pompiers et des pompières. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jonathan Desjardins, pompier pour la Régie intermunicipale de la vallée du Richelieu. Alors, bienvenue Jonathan, ça va bien? Merci beaucoup, ça va bien toi? Ça va bien, merci. Donc, dans tes mots, comment tu décrirais le métier de pompier? Le métier de pompier, dans le fond, c'est simple, c'est trois buts principaux. C'est de préserver les biens, préserver l'environnement, préserver la vie. Fait que, grosso modo, on intervient vraiment sur toutes ces trois sphères-là au cours de notre métier. Fait que c'est assez vaste. OK, c'est intéressant, merci. Donc, moi, je vais donner la description du travail de pompier-pompière selon le site de québec.ca. Donc, ces personnes exécutent des activités de prévention et de lutte contre les incendies. Elles prêtent aussi main forte dans d'autres situations d'urgence. Donc, voilà, selon le site de québec.ca. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a mené à faire le métier de pompier? Moi, c'est assez simple. Dans le fond, mes deux parents étaient pompiers. Ma mère et mon père une étaient famille de pompiers, pompiers, OK. à Montréal. Donc, moi, j'ai tout le temps baigné là-dedans. Comme la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Ben non, hein? Donc, moi, j'ai comme pas eu... en fait, j'ai eu la chance de pas aller à la garderie. Donc, quand mon père finissait de travailler, il m'amenait au travail. Puis moi, je revenais avec ma mère parce qu'il était sur deux équipes qui se côtoyaient. Donc, tu sais, moi, les camions de pompiers, depuis que je suis tout petit, je côtoie ça. Je touche à tout. Fait que j'ai apprécié le métier depuis que je suis tout jeune. Fait que maintenant, ça m'a aligné à aller vers ça. OK, super. Donc, c'est quoi que ça a été ton parcours académique exactement? Mon parcours, dans le fond, moi, comme je savais que je voulais être pompier, en sortant du secondaire, je me suis inscrit pour aller au DEP à l'IPIC, qui est à Laval. J'ai été accepté parce que c'est quand même, en tout cas, dans mon année à moi, c'était très contingenté. J'ai été accepté, j'ai fait le DEP, c'est 1 an. Par la suite, je m'étais inscrit pour faire le cégep pour pouvoir me permettre d'aller à Montréal, Longueuil, bref, les grandes municipalités au Québec. Et puis finalement, j'ai décidé d'arrêter mon cégep pour me lancer tout de suite sur le marché du travail. Les bancs d'école, c'était pas nécessairement mon fort, non. Okay. Mais rien n'arrive pour rien. En étant sur le marché du travail, j'ai pu trouver justement l'emploi dans ma municipalité. C'est super. Sans quoi, j'aurais été à l'école, mais oui, effectivement, j'aurais pu par la suite aller dans une autre ville. Mais bref, rien n'arrive pour rien. Je suis très heureux aujourd'hui, puis c'est ce qui m'a amené à être pompier pour la Régie intermunicipale. OK, c'est génial. Donc, on en comprend qu'on n'a pas besoin de terminer son cégep non plus pour être pompier. Non, pas obligé de faire son cégep. Dans le fond, dépendamment de la municipalité où tu veux aller travailler, ça fonctionne avec le nombre d'habitants. Donc, plus le nombre d'habitants est élevé, plus les prérequis sont élevés, dans le fond. Ah, OK, parfait. Donc, d'autres statistiques pour vous. Donc, selon le site de inforoutefpt.org, les centres de formation professionnelle qui offrent le DEP en intervention en sécurité incendie sont le campus Notre-Dame-de-Foy, au niveau secondaire, bien sûr, CFP de Neuchâtel, Académie des pompiers, CFP IPIC, comme toi tu avais nommé. Oui, exact. Et toujours selon le même site, les cégeps offrant le programme technique de sécurité incendie pour ceux qui veulent le faire. Donc, on a le campus Notre-Dame-de-Foy, cette fois-ci au niveau collégial, et le cégep Montmorency. Donc, toi, est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver du travail suite à ta sortie des études? Non, exact. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir trouver l'emploi directement, en septembre. J'ai terminé l'école en juin et en septembre, la municipalité voisine d'où j'habitais embauchait. J'ai appliqué. Wow, ça a été rapide, hein? Ouais, et puis j'ai été embauché. Donc, j'ai commencé en janvier, le 25 janvier 2015, plus précisément. OK, génial. Ouais, j'ai comme été chanceux. Tant mieux. Vraiment, tant mieux. C'est quoi les raisons pour lesquelles on fait appel à un pompier? Les raisons sont assez multiples. Ça va aussi banal qu'un arbre tombé sur des fils électriques, un dégât d'eau. Souvent, les gens ils pensent pas à ça, ils appellent juste leur assureur. Mais quand il y a un dégât d'eau, on est là parce que nous, on a des pompes pour justement aider à évacuer l'eau le plus rapidement possible pour éviter les dommages. Mais le pourquoi on est appelé sur ces interventions-là, c'est pour prévenir s'il y aurait des courts-circuits.
sur les fils électriques qui, eux, pourraient causer un incendie. Donc, on prévient encore là qu'il y a un incendie en fermant l'eau, en fermant l'électricité, s'assurant que c'est sécuritaire pour le citoyen qui habite là. On répond sur des accidents d'auto, sur des feux, bien évidemment. On peut répondre pour une assistance pour les ambulanciers ou une assistance pour le citoyen quand il y a des grands vents, comme dernièrement. Quand vos tempos partent au vent, eh bien, vous pouvez faire le 911 parce que le tempo peut aller blesser des gens, blesser du matériel. Donc, comme on se rappelle, on préserve les vies, l'environnement et les biens. Donc, ça touche un peu à ça quand il y a ce genre d'intervention-là. Parfait. Donc, en passant, on filme en décembre, là. Il a fait référence au grand vent, donc... Ouais, au grand vent de décembre. C'est parfait. Donc, quelles sont tes principales tâches? Les principales tâches, mettons, durant un quart de travail, premièrement, ça va être de faire la vérification de ses appareils individuels, donc l'APRIA, qui est l'appareil pour respirer, avec la partie faciale, l'APRIA. Ensuite de ça, il va y avoir les véhicules. Chaque véhicule va être inspecté chaque journée pour être conforme à la loi 430. C'est dans le fond, chaque véhicule poids lourd doit être inspecté avant chaque début de journée pour s'assurer que tout est fonctionnel et sécuritaire. Par la suite, on va avoir des inventaires de véhicules à faire. Peu importe, à chaque journée, c'est un différent. On s'alterne pour justement faire en sorte qu'à chaque jour, quelque chose soit fait, quelque chose soit maintenu, puis on soit sûr qu'il ne manque pas d'équipement. Ensuite de ça, ben là, bien évidemment, on est des êtres humains, donc il faut manger. On a notre période de dîner. Puis vu que le métier de pompier, c'est littéralement une deuxième maison, on a une cuisine, un salon, des douches. Fait que dans le fond, on a le choix. Ou on apporte notre lunch, mais souvent, comme on est tout le temps une même équipe, on se fait à manger ensemble. Donc, ça aide à souder des liens puis faire un travail d'équipe qui est, après ça, vraiment plus uniforme quand on apprend à se connaître. Puis, est-ce qu'il faut s'entraîner pour être pompier? En fait, là, le hic, il faut s'entraîner pour être pompier, pour devenir pompier, parce que veut pas l'école, c'est exigeant. Les parcours d'entrée, les tests d'entrée sont exigeants aussi. Une fois dans le service, libre à toi de continuer ton entraînement ou de prendre ça un peu plus relax. Mais personnellement, je continue à m'entraîner, pas juste pour le métier, mais pour la santé en général. Là. Je pense qu'on veut tous avoir une bonne santé. Donc, voilà, c'est super. Selon toi, c'est quoi les qualités importantes qu'ont les pompiers et pompières? Clairement, une des qualités principales, je dirais, pour être pompier, c'est être généreux, dans le sens où tu vas être appelé à travailler, ben oui, tu vas être rémunéré pour, mais dans le sens où tu vas être appelé à travailler pendant Noël, le jour de l'an, peut-être à ta fête, à la fête de tes enfants, à la fête de ta blonde, tu le sais pas, mais dans le fond, il faut que tu sois généreux de ton temps, même si tu es rémunéré, dans le sens où il faut que tu acceptes de te priver de ces événements-là pour ton métier, pour les citoyens, entre guillemets, pour les gens qui vont en avoir de besoin. Ensuite de ça, il faut travailler en équipe. Fait que faut pas que tu sois quelqu'un de solitaire. Clairement, ça va jouer contre toi dans presque tous les services, dans le sens où quelqu'un qui est solitaire est généralement moins apprécié, dans le sens où c'est un travail d'équipe. Il y a rien qui se fait tout seul. Donc, si tu essaies de jouer de ton côté, à faire tes choses tout seul, ça marche pas. Ça marche pas bien. Ça crée des conflits, puis des conflits au travail, on n'en veut pas. Non, ouais. Non. Bon, c'est Je dirais que c'est ça, c'est les deux principales. Excellent. Puis, comment se déroule une journée type? Une journée type, une journée de jour, quand on rentre le matin, comme je disais plus tôt, on fait un inventaire une vérification 430 des véhicules. Ensuite, on vérifie notre appareil respiratoire pour être sûr qu'il soit fonctionnel. Comme ça, si on a une intervention, on va être sûr que notre santé va être préservée. Oui. Ensuite de ça, on vérifie nos équipements qu'on utilise, comme les scies à chaîne, les extincteurs dans nos véhicules, savoir s'ils sont complets, les appareils, pas les appareils, mais on a des détecteurs de gaz, exact. Les détecteurs de gaz, on a un défibrillateur, savoir s'il est fonctionnel, il y a de la batterie. Donc, on vérifie vraiment tout notre équipement. À chaque jour, on vérifie l'équipement, comme je viens de mentionner, mais d'un véhicule différent. Puis là, bien évidemment, c'est une deuxième maison. Fait qu'une deuxième maison, ça s'entretient, on se laisse pas traîner. Donc, il faut laver les planchers, laver les espaces de vie commune, les toilettes, bref. La vie de communauté. Ouais, exact. La vie de groupe, c'est juste le gros bon sens. C'est bon, parfait. Comment vous intervenez quand il y a un feu? C'est quoi les procédures, mettons?
Justement, je suis chanceux, j'arrive de travailler, puis cette nuit, on a eu un feu. Ah oui! Ouais, OK! exact. Puis t'as l'air en forme? Ouais, ça va être tantôt que ça va changer. Ça va être OK. cet après-midi ou ce soir, là, parce qu'on s'est fait déranger à 10h30, 11h30, 1h, puis on a eu le feu à 3h30. Ah, OK, wow! Ouais, fait que Comment ça s'est passé, je veux savoir. ben, le feu s'est super bien passé. En fait, c'était une roulotte inhabitée. Donc, OK. quand on est arrivé, on voyait que la roulotte était en feu, bien OK, évidemment. une chance, il y avait personne. Non, exact, il y avait personne. La procédure à faire à ce moment-là, c'est quand on voit qu'il y a un feu et que c'est confirmé avec autant la centrale que visuellement quand on arrive sur les lieux, on s'alimente. Dans le fond, pour éteindre un feu, ça prend de l'eau. Donc, nous, dans chaque véhicule, on a une réserve d'eau, mais c'est pas suffisant pour éteindre un incendie au complet. Donc, on doit s'alimenter avant de pouvoir poursuivre l'intervention. Donc, moi, mon poste à moi était fontainier. Dans le fond, on a 3 postes. On a fontainier qui, lui, qui va alimenter le véhicule en eau. Puis on a porte-lance, lui, c'est lui qui va porter la lance. Le lance, on appelle ça une lance, mais c'est le jet, c'est le boyau d'arrosage pour éteindre le feu. Puis on a l'officier avec le chauffeur, bien évidemment, il faut pas l'oublier, le conducteur qui, lui, va opérer la pompe, Oui. et notre officier. Donc, moi, j'étais fontainier, celui qui débarque du véhicule quand on arrive près d'une borne incendie. Je débarque le boyau d'alimentation en eau, puis je dis au chauffeur, OK, tu peux aller au feu. Fait que lui, il s'en va au feu, puis moi, je branche le camion à la borne fontaine pour ensuite lui donner de l'eau. OK, Fait que, parfait. ça s'est super bien passé. Donc, on alimente le véhicule, puis après ça, c'est d'éteindre le feu, mettre de l'eau sur le feu, brasser un peu tous les débris pour être sûr qu'il reste aucune chance de réallumer plus tard pendant la soirée. Puis c'est-tu la même chose à la maison? Si, exemple, on a un feu ou quoi que ce soit, nous, est-ce qu'on doit mettre de l'eau ou... Tout dépendamment, parce que souvent, les gens, quand ils voient du feu, ils ont le réflexe de mettre de l'eau, mais mettons, il y a beaucoup de feux de friture, d'huile, puis de l'huile, faut pas mettre d'eau. C'est ça. Le bon truc à mettre, c'est tu remets le couvert du chaudron, que si tu as fait bouillir ton huile dedans, tu remets le couvert, tu coupes l'alimentation en oxygène au feu. OK. Si tu mets de l'eau puis de l'huile, ça marche va pas, voler, là. ça va Ouf. exploser littéralement. Puis c'est là que les débuts d'incendie, commencent souvent. Ouais. Fait que non, c'est ça. À ne Puis pas faire. non, à ne pas faire, à moins que vous vouliez nous voir arriver puis vous vouliez collecter aux assurances, là, mais je vous le conseille pas. Mais sinon, le meilleur truc un peu aussi, c'est de fermer les portes, fermer toutes vos portes. Quand vous voyez qu'il y a un début d'incendie, limitez-vous pas remontez pas au 2e étage si vous êtes au rez-de-chaussée puis il y a un début d'incendie. Sortez le plus rapidement possible, mais sur votre chemin de sortie, fermez les portes, fermez les pièces, comme ça va limiter les dégâts et la propagation du feu dans la maison. Souvent, ça aide notre travail. On prend des notes. Ouais, puis il y a beaucoup de vidéos qui circulent que tu vois des portes qui ont été fermées avant une intervention. Tu rouvres la porte, la chambre est intacte. Le feu se rend pas dans le fond parce que lui, le feu, il va choisir le chemin le plus facile, le plus rapide pour se propager. Donc, si la pièce est fermée, lui, il va continuer son chemin dans le couloir ou dans les pièces adjacentes avec les portes ouvertes. Donc, OK, c'est très intéressant. fermer les portes en sortant. Voilà, OK. Ma prochaine question, c'est avec qui tu travailles au quotidien? Là, tu m'en as parlé un peu là, sur les lieux quand il y a un feu, mais en général, mettons à la caserne, tout ça. À la caserne, on est appelé à travailler avec des personnes de tous âges. Ça peut être quelqu'un qui est proche de sa retraite, donc entre 60 et 65 ans. Ça peut être un jeune comme moi qui a 26 ans. Ça peut être même plus jeune, ça peut aller jusqu'à 19 ans, 20 ans. Donc, on est appelé à travailler avec toutes sortes de monde, toutes sortes de caractères, toutes sortes d'âges, donc d'énergie aussi. Tu sais, des fois, il y en a qui... c'est normal, tu sais, à 64 ans, que tu n'aies pas la même énergie qu'un gars de 26 ans. Donc, tu sais, on va s'entraider. C'est pour ça que c'est de l'entraide dans ce métier-là. Si tu vois qu'il y a plus de difficultés physiquement avec une tâche, tu peux l'aider ou sinon tu peux échanger la tâche pour faire en sorte que, tu sais, on met les forces au bon endroit. Tu sais, on fera pas exprès de mettre quelqu'un qui a une faiblesse là parce que le métier, c'est un métier à risque. Fait qu'on fera pas exprès de mettre quelqu'un qui a de la misère à faire la tâche puis qui donnait un risque de se blesser. Fait que on s'entraide dans... Pour vous protéger. Ouais, exact. On s'aide, on prévient ce qu'on peut C'est bien. D'accord. Puis vous avez pas, mettons, de secrétaire qui travaille avec vous ou des dans le fond, chaque service incendie va avoir une multitude d'employés différents. Il va y avoir la secrétaire, le directeur adjoint, un chef à la logistique, un chef à la formation. Mais nous, les pompiers, on va être appelés à travailler seulement
entre nous, OK. puis pour pouvoir, mettons, les informations descendent d'en haut vers en bas, vers nous. Donc, tu sais, nous, on n'a pas à travailler avec ces personnes-là. OK. C'est toute la gestion. Nous, on est plus du terrain. Fait que, mais Mhm. oui, ça fait partie on les côtoie à l'occasion, mais on n'a rien à voir avec eux en tant que tel. OK, parfait. Maintenant, on va aborder les conditions de travail. Donc là, toi, tu es un employé syndiqué, de ce que je Et comprends. oui. Il est venu avec son chandail du syndicat. Oui. Malheureusement, il n'a pas pu porter son uniforme. Pour Non. quelle raison? Ben ça fait partie du métier. Dans le fond, chaque service d'incendie a une convention collective. C'est ce qui régit un peu tes conditions de travail, que ce soit tes vacances, tes maladies, ton salaire. Donc, nous, depuis 2019, soit la création de la régie, on est toujours en négociation de convention avec notre employeur. Pour des questions budgétaires, bien évidemment, c'est souvent ça qui bug. C'est côté salaire, côté vacances, qu'est-ce qui est payable, qu'est-ce qui est pas payable. Donc, pour faire un moyen de pression, entre guillemets, vers notre employeur, on ne met pas l'uniforme depuis 2019. Donc, c'est pour ça que... 2019. Ouais, exact. 2020-2019, ouais. Seulement quand tu es appelé à aller... Quand on est au travail. Quand on est au travail, dans le fond, on met aucun uniforme qui représente le service. OK, je comprends. Ouais. Parfait. Puis pour les horaires, en fait? Nous, dans le fond, au Québec, principalement, il y a 2 horaires. Il y a le 10-14, puis il y a l'horaire 24 heures depuis la pandémie. L'horaire 24 heures, c'est simple, c'est des quarts de travail de 24 heures. Donc, Montréal, Longueuil, Québec. Il y a beaucoup de services incendies au Québec qui utilisent l'horaire 24 heures depuis la pandémie. Pourquoi? Parce que ça facilite la conciliation vie de famille puis le travail. Donc, tu rentres travailler 7 fois par mois. Donc, quand tu rentres, tu fais 24 heures. Donc, au bout du mois, tu fais le même nombre d'heures que quelqu'un qui fait 40 heures par semaine, mais tu le répartis en 7 quarts de travail. Ça, c'est l'horaire 24. Malheureusement, je n'ai pas cet horaire-là parce que mon employeur ne veut pas nous le donner parce qu'il veut s'en servir comme point de négociation. Malgré le fait qu'un horaire ne se négocie pas, parce que l'important, c'est d'avoir un plancher d'emploi qui est rempli, donc tes pompiers sont là. Puis par la suite, en plus de ça, cet horaire-là est beaucoup mieux côté prévention psychologique, parce que, mettons, comme pompier, mettons plus comme grande ville comme Montréal, il y a beaucoup d'interventions. Quand tu travailles, tu peux poigner plein de cas différents. Donc, côté comme choc post-traumatique, moins tu es exposé, mieux c'est pour ton corps, pour ta personne. Donc, l'horaire 24 heures limite le nombre de contacts que tu as, tandis que l'horaire 10-14, tu travailles 14 jours par mois, t'exposes plus longtemps à des risques. Puis, c'est ça. Donc, nous, on a l'horaire 14 jours. On rentre travailler 2 jours, de soir, de fin de semaine. C'est un peu en alternance au courant du mois. OK, parfait. Ensuite de ça, le rythme du travail, qu'est-ce que tu pourrais me dire par rapport à ça? Le rythme du travail, écoute, que ce soit à la caserne ou sur une intervention, personnellement, c'est pas une course parce que souvent, quand on se dépêche, on oublie, on se blesse, on augmente les risques. Donc, c'est un métier qui est à tout le temps calculer, tout le temps réfléchir avant de poser un geste, de poser une action parce que tu sais que ça va avoir une répercussion autant sur tes partenaires que sur toi-même. Fait que c'est pour ça aussi que quand on voit les émissions de télé là, de pompiers, là, c'est tout le temps « Oh my God! » C'est « Wow! » Mais le vrai métier de pompier, le but, c'est de jamais mettre la vie d'un pompier en danger pour en sauver une autre. Parce que quel est le but de sauver une vie pour en perdre un autre? Complètement inutile. Donc, c'est beaucoup de prévention, de logistique, de juste prévenir. On prévient le risque. Donc, une journée typique, on court pas, mais on fait notre inventaire, on fait nos choses. Puis quand il y a une intervention, on se rend sur l'intervention. Puis, faut s'assurer que le service soit rendu, mais de façon sécuritaire. Parfait. Puis au niveau du salaire maintenant, est-ce que tu serais game de divulguer ton salaire ou... Le salaire, ben écoute, nous, à la régie intermunicipale de la Vallée du Richelieu, nous sommes encore en négociation de convention, comme je l'ai mentionné. Donc, notre salaire est seulement de 26,72 si je ne m'abuse. Donc, ça, c'est un taux horaire. Puis, exact, c'est ça. On va pas, hein? On va pas bien loin. Bon, parfait. Fait que moi, je vais donner les données selon québec.ca. Donc, le salaire horaire moyen d'un pompier, mais ça se situe entre 22 $ à 48,8 par heure, en fait. Puis, le salaire annuel, c'est autour de 90 000 par année. C'est bien ça? Exact. Dépendamment des municipalités,
à savoir est-ce que tu veux vivre du métier de pompier ou non, le salaire va jouer en conséquence parce que tu vas choisir ton service incendie en fonction de si tu veux faire ça à temps plein ou non. Le service à temps plein, c'est sûr que c'est une meilleure rémunération. Le service à temps partiel ou dit volontaire, c'est un petit peu moins élevé parce que la municipalité est plus petite, le budget est moins élevé, mais tout coordonne avec ce que tu as envie de faire. Oui, c'est ça, exactement. Puis, on dit aussi que les perspectives d'emploi sont excellentes. Donc, au niveau de l'uniforme, j'aurais aimé que tu puisses nous le décrire. L'uniforme, l'uniforme, mettons, qui est, mettons, en vie de caserne, c'est super simple. C'est un pantalon cargo, des capes d'acier, soit que ce soit des bottes ou des souliers, avec une chemise ou un polo ou arborant le logo du service. Oui. Mais pour une intervention, on a ce qu'on appelle un habit de protection individuelle, un bunker qu'on appelle dans notre jargon. C'est des pantalons avec c'est une gaine intérieure qui est en tissu, puis celle l'extérieur est en j'aimerais dire Kevlar, mais c'est pas en Kevlar, je me rappelle pas le matériel exact, okay. Mais ça fait en sorte que ça crée une poche entre ton corps et l'extérieur pour que la chaleur s'y accumule et non te brûle. Donc c'est pas infaillible, c'est sûr qu'à long terme le feu, la chaleur va finir par passer au travers puis tu vas avoir chaud bien évidemment. Mais grosso modo c'est ça, fait que ça c'est pour les pantalons, le manteau. On a nos gants bien évidemment et un casque, c'est une partie faciale. La partie faciale, c'est pour respirer quand on est à l'intérieur de la fumée. Donc, ça ressemble à ça, grosso modo. OK, parfait. Puis au niveau des accessoires d'un pompier, on en a parlé un peu, mais... Des accessoires, Des accessoires, il y en a plusieurs, en fait. On va utiliser les accessoires qu'on a besoin, dépendamment de l'intervention sur laquelle on va aller. Que ce soit un accident de véhicule, on va utiliser des pinces de désincarcération. C'est pour couper le métal, écarter, pour sortir une victime qui est coincée. Ça, c'est pour un accident d'auto. Pour qu'est-ce qui est d'un feu, on va avoir besoin d'un jet, entre guillemets, les tuyaux avec la lance au bout pour arroser. Une gaffe. Une gaffe, c'est, comment je pourrais dire, un manche à balai avec un crochet au bout en métal pour se permettre d'aller explorer, pour aller ouvrir les plafonds, les armoires, peu importe. On a aussi une hache conventionnelle que vous connaissez tous avec soit une tête plate ou un pic. Le pic va nous servir à faire des trouées dans un toit pour insérer une lance perforatrice qui, elle aussi, est un autre de nos accessoires. Une lance perforatrice, c'est littéralement une espèce de javelot avec plein de petits trous à l'extrémité pour envoyer de l'eau. Ça fait comme une tête de gicleur, dans le fond. Donc, quand il y a un feu d'entretoit, on s'en sert pour limiter l'exposition du feu. Plus on y donne d'air, plus il grossit. Donc, en limitant l'entrée d'air, on fait juste percer avec la lance perforatrice, puis on arrose. Donc, ça limite un peu l'incendie de prendre de l'ampleur. Quoi d'autre? Une trousse de premiers soins, un défibrillateur, extincteur, aussi simple qu'un extincteur. Des fois, un début d'incendie peut être maîtrisé avec un extincteur. Donc, on amène tout le temps l'extincteur proche de la porte, d'un coup que ça peut faire une différence. Parce qu'il faut jamais oublier, le plus important, c'est quoi comme pompier? C'est de mettre de l'eau sur le feu le plus rapidement possible. Donc, si c'est avec un extincteur, ben au moins pendant ce temps-là, notre pompier peut établir les tuyaux et se préparer. Donc, ça ralentit un peu le foyer d'incendie. OK. Parfait. Maintenant, parlons du camion. Là, premièrement, je voudrais savoir c'est quoi le permis que ça prend pour conduire? Pour conduire un véhicule incendie, ça prend le permis de classe 4A. C'est un examen que tu complètes à la SAAQ. Ça te prend même pas ça faut que tu montres que tu sois souvent à l'école ou que c'est pour travailler dans un métier. Mais non, parce que c'est pas vrai. Le 4A aussi sert aussi pour les autobus. Donc, ouais, c'est vaste. C'est aussi véhicule avec gyrophare, mais aussi pour les autobus. Donc, tu peux aller le faire, mais c'est un examen écrit à l'ordinateur, là, à la SAAQ. Parfait. Le 4A. Puis, est-ce que c'est tous les pompiers qui le font ou? Oui, c'est obligatoire. C'est une des conditions d'embauche, puis aussi pour rentrer à l'école, dans le sens où dans ton cours, tu vas devoir conduire un véhicule incendie. Donc, pour pouvoir conduire ce type de véhicule-là, ça te prend la classe de permis 4A. Donc, c'est une obligation. OK, parfait. Puis maintenant, le camion, est-ce qu'on peut en parler un peu? Qu'est-ce que ça contient? Ben oui, le camion, en fait, on a deux, dépendamment des municipalités, là, nous, dans la nôtre, on a 3 types de véhicules. On a un véhicule dit 200, donc c'est un autopompe. Ça a un réservoir d'eau d'une capacité d'entre 800 à 1500 gallons, dépendamment des véhicules. Sur ce véhicule-là, qu'est-ce qu'on a? On a des tuyaux d'alimentation en eau de 4 pouces. On a des tuyaux
pour l'attaque incendie de 2 pouces et demi et des tuyaux de 1 pouce 3/4. Donc, sur le lit à l'arrière du véhicule, sur comme le toit, si on pourrait dire, où ce qu'on voit tous les boyaux d'incendie, c'est ça. On a les 3 différents qui s'y retrouvent. À l'intérieur des coffres, là, on a les mêmes équipements que j'ai mentionné un peu tout à l'heure, qui va de une scie à main, une pince de désincarcération, une hache, une gaffe, une échelle. On a vraiment de tout sur un véhicule. On a même un coffre à outils. Amène-en, on l'a. C'est bon. Faut être prêt à tout. Oui. Donc ça, c'est sur un 200. Sur une échelle, un véhicule d'élévation, pour nous permettre d'aller au toit, on a la même quantité, le même type d'équipement, sauf que le véhicule a moins d'eau, parce que c'est un véhicule qui est fait pour aller au toit, pour arroser une fois que tous les vestiges sont un peu tombés puis qu'il n'y a plus d'intervention en tant que telle à faire sur le bâtiment. Donc, il y a moins d'eau, mais sinon, l'équipement est la même parce qu'encore une fois, si on répond avec ce véhicule-là, il faut être capable d'intervenir et de répondre un peu à tout ce qu'on va être confronté. Oui. Donc, pour l'équipement de l'échelle. Et le dernier véhicule que nous, on a en service, c'est un 500. Donc, c'est un véhicule utilitaire, si je peux dire, dans le sens où c'est un gros véhicule. Dans ça, il va y avoir des bonbonnes de réserve d'air. Il va y avoir, dans le fond, une espèce d'espace pour se réchauffer pour l'hiver. Ou aussi pour les citoyens les sinistrés, vont pouvoir aller s'asseoir à l'intérieur, se réchauffer. On a un frigidaire avec des boissons, de l'eau pour s'hydrater. On va avoir quoi d'autre, mon Dieu? Des chaufferettes. On va vraiment avoir une multitude de choses pour. Vous êtes bien équipés en tout cas. Ouais, c'est ça. On est équipé pour 4 saisons, là, tu sais, dans le fond, pour faire face à n'importe quelle éventualité. C'est ça. Donc, ça, c'est notre troisième véhicule qu'on a en service. Parfait. Puis pour tout utiliser ça, là, est-ce que vous apprenez ça sur le tas ou c'est montré à l'école? C'est montré à l'école, mais une fois en service, c'est sûr que chaque équipement diffère un peu. Nécessairement, tu n'auras pas le même équipement à l'école que dans ton service incendie. Donc, une fois en service, là, tu vas avoir une formation complète donnée par le service incendie pour l'équipement précis que tu vas avoir à travailler avec. Même chose pour les véhicules. Chaque véhicule se conduit différemment. Le rayon de braquage est différent. Le freinage est différent. Donc, en tant que tel, une fois que tu rentres dans le service, chaque service va te reformer sur les équipements que tu vas avoir à travailler avec. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Ce que j'aime le plus du travail de pompier, puis je pense que c'est la raison pourquoi beaucoup de pompiers font le métier, c'est c'est tout le temps différent. Chaque intervention est différente. Quand même bien que l'appel initial est un feu de bâtiment, le départ du feu, il est où, il est comment. Chaque intervention est différente. Donc, ça peut pas tomber routinier puis te dire, encore ça. Non, parce que c'est tout le temps une situation différente. Donc, pour ça, c'est incroyable parce que t'apprends à toutes les interventions littéralement. Le travail d'équipe, tu sais, quand t'es pas sur une intervention, t'es à la caserne, ça devient tes amis, ça devient ta deuxième famille. Pour ça, c'est unique dans le sens où on s'entraide tous autant au travail qu'à l'extérieur du travail. Si t'as besoin d'une remorque, puis quelqu'un en a, il va te la prêter. Bref, c'est vraiment enrichissant de rencontrer plein de types de personnes différentes. Tu apprends tellement. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'aime le plus, mon Dieu? Non, c'est d'aider aussi, tu sais, de savoir que les gens, tu sais, ils t'appellent parce qu'ils ont besoin d'aide, puis toi, dans le fond, t'es là. Fait que, tu sais, des fois, tu voudrais, comme citoyen, faire ce genre d'action-là et intervenir, mais t'as pas l'équipement ou ça te mettrait en danger, mais nous, on est là, puis on le fait quand même parce que on a l'équipement puis on a les habiletés pour le faire. Donc, c'est vraiment gratifiant de pouvoir aider les citoyens. Ben oui, vous êtes considérés comme des héros. Hein? Des héros, le terme est fort. Et c'est sûr qu'il y a des situations où, oui, ça peut être héroïque et prendre un risque, entre guillemets. Mais habituellement, comme je disais tantôt, on mettra pas une vie en danger pour en sauver un autre. Oui, exactement. Mais c'est sûr que le fait qu'on arrive à toute heure de la journée, rapidement, ça peut faire en sorte qu'on sauve une vie de façon héroïque. Oui, parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins du métier de pompier, c'est sûr et certain, quand il n'y a pas d'intervention et que les tâches en caserne sont effectuées, le restant du temps, c'est de l'attente. On peut avoir de la formation à faire sur Internet avec un portail, mais
généralement, quand il n'y a pas d'intervention, que tes choses sont faites, c'est de l'attente. Moi, j'ai pour dire que le métier de pompier, c'est une police d'assurance. OK. Chaque citoyen qui a un véhicule paye une assurance à chaque mois, mais généralement, on s'en sert pas, puis en fait, on veut pas s'en servir. Mais les pompiers, c'est la même chose. Chaque personne qui paye des taxes municipales paye le service d'incendie, mais quand ils en ont besoin pour un accident d'auto, un feu de maison, ils sont contents de nous voir arriver, mais ils veulent pas, ils souhaitent pas, puis c'est normal parce que c'est dangereux. Mais ça fait partie des taxes municipales, donc on le paye quand même. Donc nous, j'ai pas dit qu'on est une police d'assurance, donc c'est la partie la moins fun. On est en attente d'intervention, mais idéalement, il faudrait pas qu'il y en ait. Comme ça voudrait dire que chaque citoyen est en sécurité, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de feu, tout le monde est bien, la vie est belle, mais malheureusement, c'est pas la réalité. Voilà. Maintenant, les contraintes liées au métier. Les contraintes liées au métier, exact. Tu vas travailler dans les moments, il va faire hyper froid, il va faire super chaud. Tu peux travailler à Noël, tu peux travailler au jour de l'an, à ta fête, à la fête de tes enfants. Tu peux manquer un événement sportif parce que tu es au travail, mettons d'une fête de membre de la famille. Donc ça, c'est toutes des contraintes que normalement, dans un environnement du lundi au vendredi où tu as des congés, où ben tu peux être disponible, puis souvent les jours fériés, ben tu les travailles pas en étant dans un emploi du quotidien, tandis que dans un service essentiel, férié, pas férié, tu dois travailler. Donc ça, c'est une contrainte au métier, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, souvent dépendamment des services, tu peux être appelé à aller au travail, même si en tant que tel, tu es en congé, dans le sens où quand il y a une intervention majeure qui ont besoin de plus de main-d'œuvre, ben là, tu peux être appelé à aller travailler. Donc, tu peux être avec tes amis en train de faire quoi que ce soit, puis ils t'appellent pour avoir besoin d'aide. Donc, ça fait partie de la réalité quand tu travailles dans un service incendie avec des gens à l'externe. Ben oui, c'est ça. Puis aussi, c'est ça, les dangers aussi du métier, ça, c'est une grosse contrainte. Exact. On n'en parle pas souvent, mais ne veut pas notre uniforme est pas, c'est pas un sac de plastique, donc tout ce qui est la fumée, ça passe au travers de notre équipement. Nos pores de peau sont ouverts donc quand on a chaud, donc toutes les toxines de la fumée, le plastique, parce qu'aujourd'hui, tu sais, mettons, on regarde rapidement autour ce qui nous entoure, là, tout est en plastique, en synthétique, versus avant, c'était beaucoup des meubles de bois, c'était des matériaux bruts, mais aujourd'hui, c'est tous des matériaux qui sont transformés, qui sont hyper toxiques. C'est pour ça que les incendies, la fumée est noire. Ben ça nous affecte directement sur notre santé. Donc, à long terme, ce métier-là peut t'exposer à des cancers. Mais au Québec, le désavantage, c'est qu'on a de la difficulté à reconnaître des cancers liés au métier de pompier. On en reconnaît seulement 9. Puis au total, si on compare avec d'autres provinces au Canada, les meilleurs, en fait, je dis pas les meilleurs parce que ça devrait simplement être la base de reconnaître des cancers pour le métier de pompier. Ils en reconnaissent jusqu'à 19. Puis nous, on est à 9, puis on a de la misère à faire comprendre au gouvernement, au système de santé, les autres cancers qui peuvent être liés au métier. Mais bon, c'est une lutte sans merci et acharnée pour essayer de faire reconnaître justement la santé des pompiers auprès du système de santé. Oui, OK. Parfait. Maintenant, les valeurs que tu partages avec ton métier. Les valeurs de partage, de générosité, d'entraide, de famille, oui, parce que quand t'es pas avec ta famille, tu développes un lien de famille littéralement avec les gens avec qui tu travailles, parce qu'à Noël, ben t'es pas avec ta famille, fait que t'es comme avec ces collègues-là qui eux aussi vont probablement inviter leurs membres de la famille à la caserne, donc tu côtoies vraiment la famille de tout le monde dans le service. Donc, ça prend ça. Ensuite de ça, quoi d'autre? Ouais, non, je pense que ça fait le tour. Oui. Mais... Parfait. Un des plus grands défis auxquels tu as été confronté, mettons. Peux-tu nous faire une mise en situation? Un des plus grands défis? Je pense que le métier de pompier en tant que tel, chaque intervention peut représenter un défi, dépendamment des craintes ou les peurs que tu peux avoir. Tu sais, des fois, il y en a qui ont des réticences sur les hauteurs, il y en a qui aiment pas le sang. Oui, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que tu vas faire ce métier-là? Mais parce qu'il n'y a pas juste ça. Puis chaque situation peut être traumatisante d'une façon ou d'une autre. Toi, tu as le métier qui a le plus de... Ouais, exact, dans le sens où tu vas vraiment être confronté à plein de situations, mais je te dirais que le plus grand défi, c'est tout le temps rester à jour, tout le temps rester comme de se mettre une barrière pour pas justement se laisser affecter par ce genre de situation-là. Mais
T'aurais-tu une mise en situation pour nous, mettons? Mise en situation. Mais là, comme là, tu nous avais raconté pour hier soir, là, ça, Ouais, l'événement exact. qui est arrivé. Mettons, t'en aurais-tu un autre qui est arrivé le mois dernier ou quoi que ce soit? Non, le mois dernier, non, mais de marquant, là, je veux dire, mais j'en ai eu des interventions, mais rien de majeur. Là. Autant Ouais. qu'il y a du positif qu'il y a du négatif, mais mettons, un des défis, c'est ça, ça a été de, mettons, réanimer quelqu'un ou tu sais, Ouais. ça fait partie du métier d'aller quand il y a une personne qui est en arrêt cardiaque ou en arrêt cardio-respiratoire pour X, Y raison, mais souvent, nous, on est appelés à intervenir quand c'est des suicides ou des accidents d'auto, donc c'est pas des situations qui sont faciles parce qu'il va y avoir des membres de la famille, il va y avoir, tu sais, Ouais. il va y avoir d'autres gens qui vont être impliqués Mhm. à ça, donc c'est ouais, c'est ça. Parfait, tu as très bien répondu. Maintenant, est-ce que tu pourrais me décrire un accomplissement dont tu es vraiment fier? Un accomplissement dont je suis vraiment fier. Écoute, j'en suis quand même fier, j'en suis pas vraiment fier dans le sens où je me considérais quand même en santé et apte à faire le défi que je m'étais lancé. Mais le mois dernier, au mois de novembre, pour le Movember, je m'étais lancé comme défi de ramasser des fonds. Ah, c'est là la moustache. Ben en fait, ouais, c'est là la moustache, mais là, comme on est en décembre, je pourrais très bien la raser, mais je sais pas, ça me rajeunit beaucoup trop de ne pas avoir de barbe ou de moustache, donc je décide de la garder. Ben oui, c'est bien correct. Bref, mais au mois de novembre Je pense dernier. que je vais prendre une gorgée de Ben dose, oui. m'hydrater un peu. Donc, au mois de novembre dernier, je m'étais lancé comme défi à la fin de ma collecte de monter la montagne Saint-Hilaire tout près de chez moi avec mon bunker, mon uniforme incendie et mon appareil respiratoire pour juste pour encourager un peu toutes les autres personnes dans le métier qui vont faire face à des situations parce que le Movember, ça ramasse des fonds pour les détresses psychologiques, les cancers de la prostate, puis les cancers des testicules chez les hommes. Donc, c'est toutes des choses qui vont être en lien direct aussi pour le suicide même. Donc, c'est toutes des choses qui vont être en lien direct avec le métier de pompier et d'autres métiers. Mais comme moi, mon métier, c'est pompier. Oui. Je l'ai fait pour ça, ce défi-là. C'est super, bravo. Et pour terminer maintenant, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui te regardent en ce moment puis qui aspiraient à devenir pompier ou pompière? Le conseil, dans le métier de pompier, autant dans les études que dans le processus pour devenir pompier, il va y avoir des embûches, il va y avoir des difficultés, il y a des parties de l'école que tu vas trouver plus difficiles, il y a des fois où tu vas te faire refuser dans une municipalité pour être embauché. Mais si vraiment c'est ce que tu veux faire, puis honnêtement, c'est un des plus beaux métiers du monde, ça je suis prêt à le dire, persévère, continue, abandonne pas. C'est normal de se buter face à un mur, mais en même temps, l'important, c'est de le surmonter. Donc, continue à persévérer parce que l'important, c'est de faire ce qu'on aime dans la vie. Fait que je suis sûr que tout le monde peut y arriver. Parfait. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir fait accepté plaisir. de venir. C'était vraiment très intéressant. Donc, sur ce, on termine avec une bonne gorgée de Ouais. Dose Juice. On goûte à ça. À ta santé. À ta santé. Et si jamais les gens veulent te rejoindre, ils ont des questions ou quoi que ce soit, est-ce qu'on pourrait donner tes réseaux sociaux, exemple? Ouais, sur mon Instagram, il y a Instagram. quelques personnes qui m'ont posé déjà des questions par le passé. J'y réponds. Parfait. Donc, c'est quoi le nom de ton Instagram? Jonathan Barre-en-Bas Desjardins. Excellent. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Salut!